bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de 7-8 Les Invités. Voici les titres. Nous recevrons Grégory Garestier, maire de la ville de Maurepas. Nous ferons un point avec lui sur l'arrivée de migrants dans sa ville en fin de semaine dernière. Il conteste notamment les délais trop courts imposés par l'État. Et puis vous entendrez aussi Frédéric Anderson, le nouveau directeur sportif du club. Il nous détaillera son projet pour les Templiers d'Elancourt. Vendredi 4 novembre, 99 migrants ont été relogés dans la salle des fêtes de la ville de Maurepas. Ils sont arrivés à la suite de l'évacuation faite place Stalingrad à Paris. C'est la deuxième fois que la ville de Maurepas accueille des réfugiés. Cela a été le cas au mois de juillet dernier au gymnase des Bessières. Une situation qui exaspère le maire de Maurepas, Grégory Garestier, étonné qu'aucune autre ville de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'ait été sollicitée. Bonsoir, monsieur Le Garestier. Bonsoir. Alors, pourquoi aucune autre ville n'a été sollicitée? Pourquoi c'est la deuxième fois que c'est la ville de Maurepas? Avez-vous la réponse? Je n'ai toujours pas la réponse, malgré mes demandes répétées. Voilà, j'ai dû subir cette situation que maintenant nous sommes en train de gérer avec l'association qui est sur place. Alors, dites-moi, comment avez-vous été prévenu? Est-ce que c'était dans les délais dans lesquels vous vous attendiez ou pas du tout? Alors déjà, je ne m'y attendais pas du tout, puisque j'ai rempli mon devoir d'humanité déjà en août dernier, où pendant près d'un mois, nous avons accueilli à Maurepas une centaine de migrants au gymnase des Bessières, qui avait été également réquisitionné. Sauf que la situation était complètement différente, on était dans une période de vacances scolaires. Or là, j'ai appris la veille, avec un arrêté du préfet qui est tombé à 19h, que le même gymnase, je n'ai pas eu à discuter du lieu, que le même gymnase a été réquisitionné pour le lendemain, 8h du matin, pour accueillir une centaine de migrants. Or, nous sommes en période scolaire, donc c'est 3000 visiteurs par semaine qui fréquentent l'établissement, 1500 adhérents de 17 associations, plus de 1000 scolaires. Donc évidemment, en termes d'organisation, ce n'était pas du tout la même que cet été. Pour vous, la préfecture gère vraiment mal ce sujet? C'est plus l'État, c'est la préfecture? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est l'État qui n'est pas du tout dans la concertation avec les élus locaux et qui impose de manière autoritaire la gestion de ces populations qui évidemment sont dans la souffrance et qui ont besoin d'être logées. D'ailleurs, je me pose des questions. Comment se fait-il que pendant plus de 3 mois, elles étaient à Stalingrad? Comment se fait-il qu'ils arrivent sur le territoire français sans qu'on les prenne en charge immédiatement? Ces pauvres gens étaient dans des tentes dans le froid et maintenant on les évacue dans des bus numérotés, dans des hébergements d'urgence qui ne sont pas prévus pour cela. Donc en effet, je trouve que l'État gère mal la situation. Il y a eu un véritable bras de fer vendredi matin, on peut le dire. Qu'est-ce que vous avez demandé exactement? Alors, je me suis regroupé avec des élus de la majorité de Maurepas pour évidemment désapprouver cette manière autoritaire de faire de l'État. Ce n'est pas l'État après qui va gérer l'ensemble des 3000 personnes qui fréquentent toute la semaine le gymnase qui est fait pour des activités sportives, surtout en pleine année scolaire. Et donc, pendant plus d'une heure, j'ai discuté avec M. le sous-préfet et au final, je lui ai fait une proposition qu'il a acceptée, c'est-à-dire d'accueillir ces migrants à la salle des fêtes de Maurepas, qui est un lieu qui est également adapté, qui est également réchauffé et qui a permis de les accueillir encore aujourd'hui pendant 15 jours. Mais quand vous arrivez comme ça, accueilli à ce bras de fer, il est étonné, qu'est-ce qu'il vous dit? Comment ça se fait que vous êtes prévenu le jeudi soir? C'est une question à laquelle il répond évasivement, qu'il a des ordres évidemment de l'État et qu'il doit les faire appliquer par souci de solidarité, ce qu'on peut comprendre, mais ce n'est pas une manière de faire. C'est déjà arrivé au mois d'août. Pourquoi encore Maurepas alors qu'il existe 262 communes dans les Yvelines et 12 villes sur Saint-Quentin en Yvelines? Et plus largement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de réunion depuis avec les élus locaux? Moi-même, je n'ai jamais été convié à aucune des réunions pour se poser, réfléchir correctement et de savoir là où est-ce qu'on peut accueillir de manière transitoire ou pas ces populations qui sont dans le besoin. Non, aucune réunion. Du coup, l'État fonctionne encore de manière autoritaire. Vous parlez de solidarité. Est-ce que ce sujet, vous en parlez avec les maires qui vous entourent, qui entourent la ville de Maurepas? Eux, ils sont prêts à recevoir ou vous sentez qu'ils sont un peu tatillons? Dites-moi. Pourquoi on a ce genre de discussion, mais cette discussion doit se faire aussi avec un partenaire qui est l'État.
Je rappelle que moi, en tant que maire, et même mon conseil municipal, est élu au suffrage universel direct. L'État, ce n'est pas le cas. Donc moi, je suis aussi dépositaire et je suis responsable aussi devant mes électeurs. Et l'État a aussi une responsabilité, celle d'assumer sa compétence régalienne, celle d'accueillir des populations sur son territoire, mais qu'elle le fasse de manière correcte. De manière correcte. Vous avez envoyé une lettre, même 2 lettres, à tous vos concitoyens. Vous avez un devoir que vous allez faire, c'est ce que vous dites à travers votre lettre. Vous les avez reçus, ça se passe bien? C'est bien perçu aussi par vos concitoyens ou eux-mêmes ne comprennent pas? Alors, ils ne comprennent pas la manière de faire, évidemment, de l'État, de manière aussi brutale et, j'allais dire, mal organisée. Et ils me comprennent. Et d'ailleurs, je reçois énormément de messages de soutien du fait que j'ai pu trouver un compromis. J'ai trouvé un compromis, ce n'est pas l'État qui l'a trouvé, c'est moi-même en tant que maire qui ai dû gérer cette situation et de satisfaire également le quotidien des Morpasiens en sauvegardant, j'allais dire, les activités pendant 15 jours dans ce gymnase. D'ailleurs, ce week-end, samedi, j'ai organisé une permanence sur le marché qui était prévue de longue date. Et j'ai une professeure de danse qui vient me voir, qui fait oh, Monsieur le maire, heureusement que vous avez trouvé un compromis pour accueillir quand même ces migrants dans un autre lieu, parce que moi j'avais des activités qui sont évidemment payantes, et comment j'aurais fait si j'avais dû annuler tous ces cours, puisque je vis avec ces cours. Donc vous voyez, donc tout aurait été déstabilisé, et donc c'est pour ça que j'ai fait une proposition de les accueillir dans un autre lieu, où il y avait beaucoup moins d'activités, qui était la salle des fêtes. Alors on a eu 2 mariages qu'il a fallu gérer, ça s'est bien passé, et maintenant pendant 15 jours, ces populations seront dans cet établissement et gérées par une association. Donc ce qui vous pose problème, c'est qu'on ne vous prévienne pas, et pourquoi c'est la 2e fois que ça vient enfin dans votre ville? Ce n'est pas cette gestion des migrants que, en tant que groupe des Républicains, vous, quand même, vous êtes un peu... On est d'accord, bien sûr qu'il faut remplir notre devoir d'humanité et puis accueillir des populations qui sont dans le besoin. Le débat n'est pas là. Le débat, il est, comment on s'organise et comment l'État s'organise. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'il existe des locaux vacants sur le territoire et qui ne sont pas réquisitionnés. À 2 pas de ma commune, vous avez des locaux d'entreprise qui sont vides depuis des années. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas cartographiés par l'État? J'ai posé la question. Je n'ai pas de réponse. On ne me répond pas. Donc je pense que derrière, évidemment, il y a certainement des décisions qui sont politiques. Encore faut-il qu'on soit aussi sincère avec nous. Et ce n'est pas le cas. D'autant plus qu'on parle quand même d'êtres humains. Vous avez des gens qui sont dehors, qui fuient leur pays, qui sont en guerre. La majorité des populations, d'ailleurs, qui sont accueillies à Morpa sont des Afghans et des Pakistanais. Il y a quelques minutes, avant que je vienne vous voir, j'étais à la salle des fêtes pour aller à leur rencontre. Donc ça se passe bien, donc, finalement, ça se passe très bien, mais comme d'ailleurs cet été, l'association qui avait géré Habitat et Humanisme, ça se passait très bien. Là, c'est une autre association, ça se passe pour le moment bien avec ces populations donc, qui sont suivies. Vous ferez votre devoir. Oui, mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. C'est la manière dont ça se passe. Si ça recommence, comment on s'organise? Même tous les maires, vous voyez, il y a un article du Parisien qui est paru, je crois, hier ou avant-hier, et on voit bien que c'est un problème qui est transpartisan. Ça concerne des maires qui sont les Républicains, d'autres qui sont communistes, d'autres socialistes, d'autres du centre. Et donc tous les maires sont confrontés à la même situation, c'est-à-dire cet autoritarisme de l'État qui impose aux maires, sans concertation, du jour au lendemain, l'accueil de populations. Comment voulez-vous que ça se fasse dans de bonnes conditions? Eh bien, je vous remercie d'être venu sur le plateau, Monsieur Merci Le Garestier. Et on va passer à un tout autre sujet, on va dire un peu plus léger, mais il y a quand même une grande mission. Et cette mission, elle est pour Frédéric Anderson, qui est le nouveau directeur sportif des Templiers de Délancourt, recruté cet été. Il est face à un véritable chantier, dernier du classement l'année dernière. Ils joueront cette saison en 2e division. Alors, comment faire pour redorer le blason des Templiers Délancourt? Bonsoir Frédéric Anderson. Bonsoir. Alors, c'est quoi votre projet? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Le projet est finalement la poursuite de ce qu'on avait entamé l'année dernière, la restructuration du club. Essayer de mettre en place une certaine cohérence des sections plus jeunes jusqu'à l'équipe senior, histoire d'assurer l'intégration des joueurs dans une espèce de filière de performance. D'accord. Donc cet été, je me suis retroussé les manches et j'ai mis sur papier exactement à quoi je voudrais que le programme ressemble, comment je voudrais restructurer l'association.
Et aujourd'hui, tous les jours, avec l'aide de tous les membres de l'association, tous les bénévoles, on travaille durement à faire avancer le projet. Alors, quels vont être les changements? Par exemple, est-ce que vous allez avoir un quarterback? Parce que l'année dernière, vous n'en aviez pas. Et normalement, c'est celui qui fait gagner. On va partir avec le même quarterback, Jonathan Ekmans, qui est franco-américain, qui a une très bonne connaissance du football et qui est parfaitement capable de jouer quarterback et de mener l'équipe vers la victoire. Un des soucis qu'on a eu ces dernières années, c'est un gros turnover au niveau de l'équipe. On a beaucoup de personnes qui ont arrêté. Ouais. On a réussi à remplacer une partie des joueurs qui ont mis fin à leur carrière avec des nouveaux joueurs, mais effectivement, il faut former ces joueurs. Donc d'où l'U16, les U16 qui normalement devraient perdurer. Voilà, donc dans l'idée du projet, les joueurs arrivent en U16, on leur enseigne les bases du football, comment pratiquer en toute sécurité cette activité, leur donner les bases techniques et tactiques, pour ensuite pouvoir évoluer en U19 à mesure qu'ils vieillissent et qu'ils prennent du galon, voilà, qu'ils prennent de la maturité. Quand ils arrivent en U19, là, l'objectif, en plus de valider tous les acquis qu'ils ont pu avoir en U16, c'est l'apprentissage de la compétition. Comment on appréhende un environnement compétitif, avec des impératifs de victoire. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend et finalement ils arrivent. Il y avait aussi des problèmes de budget, non? Comment vous allez remédier? Pour l'instant, on arrive à maintenir le budget, donc on a toujours le soutien de la mairie d'Elancourt, que je remercie chaleureusement, qui met à notre disposition les locaux et qui nous soutient dans toutes nos entreprises, toutes nos activités. On a réussi à maintenir ce budget-là. On va essayer de continuer de travailler à essayer de trouver des partenaires privés parce que, effectivement, quand on est dépendant des subventions publiques, et quand il y a une coupe dans les budgets, ça se ressent au niveau du budget du club. Donc pour éviter d'être en proie à ce genre de soucis, l'idée ce sera d'essayer d'aller démarcher des nouveaux partenaires privés et essayer de se protéger un peu, de faire une espèce d'assurance en assurant une autre entrée de et sûrement en passant en première, en allant... Oui, effectivement, il y a cet aspect bien sûr compétitif dans toutes les activités sportives. La compétition, c'est toujours ce qui est plus visible. Après, on a d'autres axes de travail, essayer d'intégrer l'association non pas uniquement en tant qu'association sportive, mais aussi association au sein du tissu social et économique de l'agglomération. Et vous visez donc la première division. Effectivement. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. Vous avez vu, c'est très court, mais en tout cas, vous avez pu nous donner votre message et on espère que vous serez en première division l'année prochaine. C'est la fin de ce 7-8 invité. Je vous remercie de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.